Il y a des choses que le passé peut nous prendre, que le futur peut nous rendre, des choses que la prose peut nous vendre, que la vie nous renvoie en cendres. On nourrit la fatalité en naissant. Empêcheras-tu l'année de finir en décembre ? Extrait de Destination fatale, un poème du recueil de Baran El Fakkar intitulé Boui, la peau aime les mots, aux éditions No Name TV, préfacé par Tariq Ramadan. Baran El Fakkar est également auteur, médiateur culturel et cultuel, spécialisé notamment dans les questions touchant à la laïcité et à l'islam en France, et qui publie Boui, la peau aime les mots. Nous avons le plaisir de recevoir Baran El Fakkar. La médiation culturelle, la web TV avec No Name TV, le foot professionnel à un niveau très haut, et puis l'écriture. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre trajectoire personnelle et professionnelle ? Écoutez, je pense que les éléments sont nombreux, mais pour ceux qui sont les plus importants à mon avis et qui sont restés dans mon esprit, qui ont été sources de motivation, on peut parler déjà de la situation précaire familiale, c'est-à-dire d'un point de vue financier, puisque je suis donc enfant de parents divorcés, et très vite ma maman s'est retrouvée dans un contexte où il fallait faire de 4 petits bouts d'enfants, donc des hommes, entre autres et aussi une petite sœur. Et donc le contexte difficile déjà, moi, m'a pas donné envie de me percevoir comme une victime, mais plutôt a été un vrai moteur pour moi, au moins pour ma maman, réussir. Donc déjà, j'avais cette volonté j'étais quand même quelqu'un, on va dire, ça fait naître en moi en tout cas de l'ambition, au moins cela, avec les difficultés qui vont avec. Ensuite, j'ai toujours aimé l'école. Moi, j'ai grandi dans un quartier vraiment difficile, donc ce qui a orienté mon trajet, on va dire, le contexte pas simple, une vraie ambition et de vraies passions à partager avec mes frères et sœurs et mes amis, et le sport, parce que j'étais donc aussi footballeur de formation au départ, et puis le côté artistique, puisque j'ai toujours écrit. Donc on va dire que ce qui se retrouve via toutes mes activités professionnelles et dans tous mes rapports avec mes collègues, c'est cette enfance pas facile, cette volonté de s'en sortir, et puis bien sûr la rencontre avec ma foi, avec Dieu qui a toujours été présente dès le départ, depuis le début de l'adolescence. Baran El Fakkar, est-ce que dans votre parcours, il y a eu des références, des modèles, des exemples ? Alors, étant donné sans bien sûr la personne qui a préfacé mon ouvrage a été pour moi un guide d'une certaine manière, en tout cas un traducteur, quelqu'un qui traduisait pour moi des concepts, qui a fait le lien entre ma religion et ma culture et l'endroit où je vivais en Europe. Donc Tariq Ramadan a été pour moi un modèle en tant qu'adolescent, jeune enfant et puis jeune homme derrière. Un autre modèle a été celui, je l'ai dit au départ, de ma maman, et c'est très sincère, ce ne sont pas que des mots, parce qu'elle a joué le rôle, même si mon père aussi a été là, et une personne très importante pour moi, mais elle a joué le rôle d'une maman et d'un papa. Et une troisième personne, et encore une fois, c'est pas quelqu'un de très connu, mais il s'agit de mon grand frère, puisqu'il a été atteint malheureusement d'une maladie très jeune qui l'a mis sur un fauteuil roulant, une Guillain-Barré. C'était un jeune qui était destiné à devenir footballeur professionnel. Je suis d'une certaine manière devenu un peu pour lui. Donc voilà pour mes modèles. Ma maman, mon frère, et puis un intellectuel, un professeur d'islamologie. Et là, c'est pour faire court, mais il y en a certainement eu plein d'autres. Quelle importance vous accordez à l'expression, vous qui aviez lancé No Name TV pour donner justement la parole aux autres ? Pour moi, écoutez, c'est primordial, indispensable à la libération intellectuelle et au débat, au dialogue dans une société démocratique. Pour moi, il était important à la création de ce média de nous dire que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, d'écouter sans forcément lui donner une tribune, on va l'écouter, on va l'entendre, on va le confronter aussi, même si dans le Name TV au départ ça manquait peut-être un peu de débat, de contradicteurs, on va dire plutôt. Donc la place que je donne à l'expression artistique aussi, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi c'est essentiel, c'est l'un des droits humain fondamental, le droit de s'exprimer. On est sur Terre, on a le droit de parler, on a le droit de parler. Comme à la maison. Bon, vous savez, il y a beaucoup de familles où dès qu'on commence à vouloir s'exprimer, même à table, c'est compliqué. Donc moi, cette liberté d'expression, j'essaie de la défendre même entre un dessert et un dîner et un petit déjeuner. Donc je lui consacre la place qu'elle mérite, c'est-à-dire un droit au quotidien que je défendrai jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre la liberté d'expression avec la liberté de dire tout et n'importe quoi et de blesser les gens. Je connais cette limite. Et puis après, il y a la limite du droit. Donc voilà.
Oui, la peau aime les mots et votre deuxième livre après un premier essai. Écrire est pour vous un besoin vital? Non, vous l'avez dit, je crois que vous avez envoyé le bon terme, je crois que c'est un besoin vital. En fait, je n'écris pas parce que j'ai envie, j'écris tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement. Et ça, pareil, c'est parfois difficile à faire entendre parce que j'ai aussi croisé beaucoup de personnes durant mon parcours, des gens bienveillants, mais des gens qui souvent exprimaient leur envie d'écrire. Alors, c'était 3 ans avant, c'était j'adore écrire, je pense que je vais écrire, j'ai un roman à écrire, j'ai une idée, il faut que je l'écrive. Et au bout de 7, 8, 9 ans, c'est des personnes qui n'ont pas encore écrit. Ça, par exemple, c'est quelque chose avec laquelle moi j'ai pas grand chose à voir, puisque vraiment de mon côté, c'est un besoin. Si je ne le fais pas, c'est un problème. Et puis la manière dont me vient l'inspiration, entre guillemets, on est la preuve. C'est-à-dire que j'ai presque pas le choix, ça m'est imposé. Je vais être installé à un moment donné, quelque chose vient, ça commence tout le temps de la même façon. Je vais avoir une petite note, une deuxième note, une troisième idée, et puis je me trouve embarqué dans un thème, dans un texte qu'il va falloir absolument terminer, conclure. Oui, c'est un besoin vital, vous l'avez dit, c'est un besoin vital. On peut se poser la question, pourquoi justement la poésie comme mode d'expression? Merci de me poser cette question parce que je me la suis posée moi aussi à un moment donné. Vous savez, avant ce livre, j'ai un premier livre qui est paru il y a 2 ans, il me semble, qui est un essai qui s'appelle Laïcité au cœur du mariage unique, se libérer de soi pour être libre à deux. Moi, j'étais ravi de l'écrire, ravi de le lire, mais il manquait quelque chose. Alors la poésie, pourquoi? C'est ce que je dis au tout début de mon livre, dans une première page. Je dis que pour moi, la poésie, c'est la rhétorique du sens. Ça veut dire comment faire pour dire quelque chose qui est important, ne pas le dire que ce soit pas trop long, le synthétiser et en même temps que ça sonne beau. Enfin beau, c'est très. Je dis pas que ce que je fais est beau, mais en tout cas c'est ce que j'espère. C'est vers ça que j'espère que mes poèmes tendent. Donc pour moi la poésie c'est important à ce niveau-là. C'est encore plus facile de dire des choses importantes quand elles sont belles, parce qu'à mon avis elles seront plus audibles. Et comme il y a un vrai message derrière, je prends l'exemple d'un des messages qui est pour moi l'humilité. Même si je ne le nomme pas comme ça directement dans les poèmes, un appel à l'humilité vraiment fort à mon avis au travers de mes textes. Je pense que pour qu'ils soient audibles, si je le dis en plus de façon la plus belle possible, j'ai pour espoir que ce soit plus entendu. Voilà, donc la poésie pour ça. Parce que ça fait du bien, parce que c'est pas trop long, parfois aujourd'hui la lecture, vous savez, c'est presque rédhibitoire. Remarquez, la poésie n'a pas non plus une grande place dans les librairies, mais pour communiquer de façon plus universelle, je pense que la poésie a toute sa place. Baran El-Fakkar Bouy, la peau aime les mots, c'est un projet poétique ou une quête de sens dans un monde où l'inflation de mots, d'informations, d'images ne veut pas forcément dire inflation ou trop plein de sens. Oui, je pense que c'est ce que vous dites. On prend l'exemple, par exemple, des nouveaux médias, d'Internet. Enfin, c'est pas nouveau, mais la manière dont c'est consommé. Si aujourd'hui une vidéo dure plus de 6-7 minutes, la personne ne reste pas concentrée dessus. Si le titre n'est pas accrocheur, c'est impossible de se concentrer dessus pour beaucoup, notamment pour des jeunes. Donc oui, la mission est... j'ai envie de vous dire, enfin, vous voyez, j'appelle déjà ça peut-être une mission. Au-delà d'être un projet poétique, c'est un cri aussi. Pardon, j'ai dit poétique ou politique, il n'y a pas de poétique. Hein, donc au-delà d'être un projet politique, oui, pour moi ça dépasse la poésie. C'est dans cet univers du je vais trop vite, je m'installe pas, je ne lis pas, une façon nouvelle peut-être d'interpeller, puisqu'encore une fois, vous savez, votre question rejoint une autre question que je me pose beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel j'ai aussi peu d'affinité, c'est, vous savez, les textes un peu à l'eau de rose. Par exemple, il y a des choses, des beaux textes, très beaux textes, mais qui n'ont pas un réel impact dans le quotidien, ou qui ne décrivent pas le réel, qui ne décrivent pas forcément d'ailleurs le réel du moment, et ça c'est des textes que j'ai beaucoup de mal à lire. Donc pour vous répondre, c'est ça, il faut à mon avis que le message ait un sens, c'est un sens aujourd'hui, c'est un texte pour construire, un texte pour vivre ensemble, un texte pour aller mieux, ça dépasse la poésie. C'est vraiment entendons-nous, parlons-nous, ça décrit des problèmes, parfois ça ne propose pas forcément de solution, mais je me dis que ne serait-ce que de se poser certaines questions, ça peut peut-être nous faire du bien. Votre écriture, c'est une réflexion sur soi, sur l'homme en général, un questionnement sur nos aspirations d'être humain. Oui, tout à fait. Après, les choix et les thèmes me venaient aussi comme ça par inspiration. Je ne suis pas installé en me disant, par exemple, que j'allais m'orienter vers tel thème, tel ordre. Ça venait et je constate à la fin qu'effectivement la quête de sens prend une part importante, notamment par le thème de la mort qui revient
sur 2-3 poèmes, je crois, parce qu'en réalité, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Je veux dire, aujourd'hui, prenons l'exemple d'un couple, ils peuvent se discuter pendant des heures et des heures, mais s'il vient à un moment donné la question de la mort, viennent aussi les vraies questions. Vraies questions, parfois même les vraies réponses, et parfois même, je veux dire, les vraies solutions, quand on y pense. Si on prend quelqu'un d'angoissé comme moi, de très angoissé, c'est quelque chose auquel je pense tous les jours. Mais en y pensant, finalement, ça me désangoisse. Le fait de me dire que on peut partir à tout moment, on peut se faire renverser par une voiture à tout moment, on peut, s'étouffer avec un très bon morceau de viande à tout moment, je me dis que, moi, en tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc la quête de sens, oui, par la question de la mort d'abord. Et puis une question sur l'homme, ses relations, une relation entre maman, papa, sœur, frère, et puis entre collègues, entre amis, entre nous et la nature. Il y a aussi le rapport aux animaux, au respect de la nature qui a été une question aussi dans Bouy, à mon avis. Il y a un texte qui s'intitule Le lion de Babylone, par exemple. Celui-ci, je l'ai écrit au lendemain d'une vidéo que j'avais vue où en Inde, il me semble, une personne un peu qui avait bu de l'alcool tombe dans l'enclos d'un lion. C'est filmé, il se retrouve face au lion. Écoutez, la fin de l'histoire, c'est qu'il se fait tuer, bien évidemment, mais il y a quelques secondes où on le voit à genoux, par terre, en tendant les mains non vers le ciel, mais cette fois-ci vers le lion, le suppliant quelque part de ne pas le manger. Voilà, donc là, on voit tout l'homme dans toute sa splendeur. Il essaie de communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas sa langue, mais c'est parce qu'il est face à la mort qu'il essaie de parler, qu'il supplie, et aussi parce qu'il s'est mis mal en consommant des choses qui n'ont pas rendu lucide. Donc il y a aussi un rapport à la nature, aux animaux, le rapport de l'homme à lui-même. Et aussi une quête de spiritualité, comme vous l'avez dit. Oui, commence par un texte qui s'appelle Si près, si loin. C'est l'un des textes que j'ai eu le plus de mal ou le plus de peur à écrire, puisqu'il s'agit presque d'un petit dialogue avec Dieu. Et de là où je suis, et je me suis dit, mais comment je pourrais me permettre, d'une certaine manière, de m'adresser à Dieu. C'était compliqué. Puis à la fin, je me suis dit, pourquoi pas, même si c'est quelques vers, je vais tenter. Donc il y a aussi une quête spirituelle, à mon avis. Baran El Fakkar, le spirituel est très présent dans votre recueil avec un souci d'universalité. Vous dépassez les références à votre religion, à vos croyances. Oui, très très clairement, c'est un choix que je fais dès le départ d'ailleurs. C'est un fil conducteur. Ma religion, ma foi, est certes vraiment une vraie source d'inspiration, c'est clair. Mais pour moi, là, ce n'est pas de la poésie islamique. Ou alors, c'est de la poésie islamique parce que, justement, elle ne tient pas compte que d'un référent religieux. Pour moi, la poésie islamique, même, on y est même invité, si vous voulez, à mon avis, la religion m'invite même à être le plus universel possible, que ce soit dans la forme, dans les mots choisis. Sinon, ça n'a plus de sens, justement. Il faut bien que je m'adresse à un Indien, il faut bien que je m'adresse à un Français au Canada, il faut bien que je m'adresse à un Canadien au Canada, un Américain en Amérique, qui peut-être serait musulman ou pas. Et alors je me suis pas forcé parce que c'est dans la nature. Et c'est vrai que en tout cas, j'espérais que ce soit pas du tout perçu comme quelque chose qui reste dans qui reste. Je voudrais pas que ce texte soit qualifié, ce recueil, de recueil islamique. Alors attention, je ne blasphème pas en disant ça, mais je suis bien précis justement. Ce qui m'inspire, c'est le monde qui m'entoure. Moi j'aime, pour pas me faire taper sur les doigts, j'aime beaucoup observer le ciel. Là, depuis petit par exemple, donc à mon avis, mon l'observation astronomique a inspiré certains de mes textes. Ma foi, ma religion, la manière dont je l'interprète, et je la vis, bien sûr, inspire de nombreux textes. Les relations, je le redis encore, et ce sera pour elle, c'est la dernière fois que j'en parle, avec ma maman, bien sûr, que ça inspire mes textes, mais vous voyez, pour résumer, pour essayer de faire court, ma maman, lorsque je tenais la porte à une dame un peu âgée en bas de l'immeuble pour aider à monter ses courses, elle me disait, t'es un bon musulman, mon fils. Ben voilà, je crois que ça résume ça répond au mieux à votre question, c'est-à-dire qu'en tenant la porte à cette dame, il n'y a rien dans mon geste qui est quelque part de purement islamique. Je pense que cette dame l'a vécu de belle façon pendant de nombreuses années, mais pourtant c'était un geste universel. Certes, là, motivé par nous avons des objectifs, de grands objectifs à laquelle notre religion nous invite, la préservation de la vie, et de vivre ensemble aussi quelque part d'une certaine manière, par exemple, entre autres. Donc voilà, je dépasse le référent islamique pour ces raisons-là aussi. Pour dire que c'est dans l'action qu'on montre qu'on est, à mon avis, musulman, c'est dans notre façon de parler aux gens, notre façon de sourire, notre façon d'apporter quelque chose au quotidien. Demain, si quelqu'un se fait renverser en bas de mon immeuble, je vais pas regarder sa couleur de peau, sa religion, mais le fait peut-être de sauter par ma fenêtre et de lui apporter un secours, c'est ma façon d'être musulman. Voilà, j'ai écrit, je suis un poète, un peu de cette façon-là. C'est ça. Franchement, que cherchez-vous vous-même? Vous cherchez à percer les secrets de la vie ou une espèce de reconstruction par l'écriture? Oui, pour certains
poème, par exemple, j'aimerais que j'ai pensé, enfin, je précise dans une présentation que j'apporte pas forcément de solution, mais c'est vrai que je tends à percer quelques secrets. Ça m'amuse notamment au niveau de quand je parle d'astronomie dans certains poèmes. Et pardon, pour revenir sur le début de votre question, la reconstruction, voilà. Alors, au niveau de la reconstruction, je me suis toujours dit en écrivant qu'à chaque fois que j'entendais un auteur dire écrire pour moi, c'était important pour me guérir, me soigner. Très honnêtement, pendant 80% du temps d'écriture de Louis, moi, ça a été le quasi contraire. Lorsque l'inspiration vient, il y a des textes que j'ai écrits dans la douleur, c'était difficile, ça prenait des heures, pas parce que j'avais pas d'idée, mais parce que d'écrire me faisait, je veux dire, j'avais des larmes aux yeux, des frissons. C'était pas facile. Après, dire si ça m'a reconstruit ou pas, je dirais que ça dépendra peut-être du texte. Il y a un texte qui s'appelle DI, donc DI, qui parle du divorce de mes parents. Peut-être que celui-ci peut rentrer dans l'approche que vous dites, l'approche de se reconstruire en écrivant, parce que même si j'ai pleuré en écrivant, peut-être que ça m'a fait du bien aussi. Et à mon avis, dans ma façon de faire, c'est pas la première chose que je fais ni que je recherche. Je pense que ce que je recherche à faire, c'est de dire le mal que me fait de constater parfois le monde dans lequel on vit, par le manque d'empathie dehors, le manque d'empathie, le manque de bienveillance, le manque d'écoute. Ça me touche et j'ai envie de le dire et de le crier. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à mieux vivre et travailler ensemble. Voilà, c'est cette part-là d'universel. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est quelque chose que je recherche. S'il y a quelque chose que je recherche, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un besoin. Quand je me retrouve face à une feuille blanche, et j'ai un besoin, je le fais, ça me prend à tout moment. Mais pour répondre à votre question, si j'y réfléchis un peu, au-delà de percer des mystères, même si ça doit être le souhait comme ça de l'enfant qui sommeille en moi, la reconstruction un peu moins, mais alors par contre crier mon envie de dire écoutons-nous, vivons ensemble. Alors ça paraît un peu bisounours tout ça, mais c'est tellement sincère dans ma bouche que je peux vous dire que ça motive beaucoup de mes poèmes. Dans certains des poèmes, il y a des références à des personnalités politiques réelles ou médiatiques. C'est une volonté de corriger le monde autour de vous à travers cette interaction avec le réel. Oui. Voilà, vous avez complètement raison, c'est exactement ça, et je pense qu'il y a un moment donné il faut qu'il y ait un rapport entre l'écriture et le réel, un rapport de vouloir changer ça, encore une fois comme une sorte d'appel. Alors oui, effectivement, il y a un rapport j'allais dire presque à la politique, parce que parfois on me dit, mais attendez, vous savez, j'ai eu quelques petits soucis de référencement, par exemple, dans les réseaux Fnac, parce que la question c'est, oui, mais est-ce que c'est politique ou apolitique ou... Alors la seule chose que je peux dire, c'est que ça n'appartient à aucun bord politique, mais c'est forcément politique, puisqu'on parle de notre quotidien. Vous parlez d'une référence à Valls, par exemple. Je sais pas si c'est ça dont vous avez parlé, mais en tout cas, à un moment donné, moi je me souviens d'une période où nous avons, en tant que Français de confession musulmane qui vont vivre ici de façon apaisée, avons été stigmatisés ici par un responsable politique qu'on peut qualifier, excusez-moi le terme, mais je ne sais pas si je prends des risques, mais d'irresponsable politique par rapport à des propos qu'il a tenus sur ses propres concitoyens de confession musulmane. Il était impossible pour moi, en tant que poète, de faire mine de l'actualité. Je peux pas être lisse non plus. C'est ça. Moi, c'est à un moment donné, oui, il y a un rapport à vouloir faire changer les choses autour de nous, concrètes. Donc, il y a forcément une action politique quelque part dans l'acte poétique, même si ça ne défend aucun bord politique. Et la politique, pour moi, c'est vraiment le quotidien. Et là, il y avait quelques problèmes. À l'époque de ces textes, nous avions traversé des périodes difficiles. Je parle de Dieudonné, parce que ça rejoignait là, pour moi, cette idée de liberté d'expression. Il dit lui-même, Dieudonné, ils ont été ses meilleurs attachés de presse. Donc, quelle a été la réelle action du pouvoir politique à ce moment-là? Faire de la publicité à quelqu'un qui, dans leur bouche, n'avait pas le droit de citer et à qui on interdit la scène. Nous sommes dans un pays de droit. Il y a une justice. Si la justice dit que cet homme n'a pas le droit de s'exprimer en tant qu'artiste, ben c'est une chose. Moi, je ne me battrai pas contre la justice à ce moment-là. Mais que ce soit le pouvoir politique qui, sous des prétextes en plus qui n'étaient même pas légaux, interdit un artiste, là, pour moi, il y avait un vrai problème. Au-delà de ce que véhiculait Dieudonné, ou quoi, encore une fois, c'est pas pour cautionner l'individu, ou pour... là, il y a des émissions pour faire ça, pour débattre, pour être dans la contradiction, mettre les gens au pied du mur s'il le faut. Mais alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, il y a un besoin de décrire la société actuelle, de vouloir changer des choses. Revenons à une question qui me semble cruciale et importante, c'est la question de l'identité.
édition. Alors d'abord, on vous classe parmi les poètes comme poète politique, et puis vous éditez chez No Man TV, qui est votre édition, avec une préface de Tariq Ramadan. Racontez-nous les contraintes de tel choix. D'abord, choix pour l'indépendance, certainement. Un point engagé complètement. Là, on en a une TV parce que, pour tout vous dire, mes textes avaient été quand même, été vraiment bien reçus par de nombreux éditeurs. Deux grands éditeurs aussi notamment. Il y avait des personnes qui souhaitaient préfacer aussi mon poème, qui n'avaient rien à voir avec la référence religieuse musulmane, mais qui étaient des professeurs de philosophie, ou alors nous avons eu aussi le traducteur français du poète allemand Goethe. Donc une vraie référence depuis un temps en poésie qui voulait préfacer mon livre. Et moi, dans ma démarche, j'ai préféré honnêtement m'engager jusqu'à l'édition, parce que lorsque j'avais proposé Monsieur Ramadan, et les réactions épidermiques auxquelles j'ai eu affaire m'ont vraiment invité à me dire, écoute, si tu veux, si déjà on commence par t'interdire peut-être une personne au niveau de la préface, on va peut-être commencer à me dire que tel poème, il va falloir retirer tel vers, que celui-ci est trop long, qu'il est placé dans tel ordre parce que ça va pas. Et alors là, pour moi, il y avait plus de travail artistique. Vous savez, je ne recherche pas, même si encore une fois, dans la génération d'aujourd'hui, a du mal à le croire, mais je ne cherche pas à être connu, je ne cherche pas la gloire absolue, si c'est celle qu'on aura à la fin, quand on sera plus là. Mais donc moi, j'ai préféré, pour avoir plus de liberté effectivement, et aussi pour m'engager parce que j'aime l'écriture, je me dis, écoute, je vais éditer, je vais me battre comme je me suis battu pour écrire ces textes. Moi, je n'avais pas de réseau, j'étais seul dans ma chambre, dans mon salon, dans le train, je prends ma feuille et j'écris. C'était aussi simple que ça. Et lorsque j'ai présenté mes textes et que là, il fallait déjà discuter de savoir est-ce que telle personne peut ou pas préfacer mon livre, moi j'avais besoin d'avoir l'esprit tranquille. Je pense oui qu'on peut dire que je suis un poète engagé. On va finir avec un petit extrait, je vous cite: « Le destin n'est pas un traître, il est le destin des âmes mûres. » On sent qu'il y a un souci d'inviter le lecteur à une espèce de quête de sens, à lire et à relire et à reconstruire le sens. Elle me fait du bien, votre question, parce que vous touchez là quelque chose qui est important dans mon travail. Oui, voilà, vraiment au-delà de la superficialité. J'aime qu'un texte puisse être relu 1, 2 ou 3 fois pour être bien compris. Le fait que vous ayez bien appréhendé là ce petit passage, qui pour beaucoup est un petit passage, mais ce vers-là est pour moi très important. Eh bien, c'est ce que vous dites. C'est aller au-delà de la superficialité, réfléchir en profondeur. Vous voyez, là, je résume peut-être en 3-4 mots dans un vers une pensée profonde. Donc, oui, c'est cette recherche, c'est important. Je le fais dans tous les poèmes, dans tous les vers, mais c'est naturel. Par contre, c'est pas une contrainte. C'est une volonté et c'est ma façon de faire. Comme je l'ai dit aussi au début, il y a des textes que je qualifie un peu à l'eau de rose, comme ça, c'est pas une façon méchante et je ne préjuge pas ni de la qualité de ces écrits-là, mais j'ai rarement été touché par le ciel est bleu et les oiseaux chantent, quoi. C'est quelque chose qui ne m'atteint pas. Mais c'est comme ça, c'est une question de personne et c'est très subjectif. C'est la fin de cette édition. Merci Baran El Fakkar d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est La peau aime les mots, votre recueil de poèmes, deuxième livre après un essai sur la laïcité, un livre préfacé par Tariq Ramadan aux éditions No Name TV. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous. C'est un honneur pour moi d'avoir été reçu par vous. Et excusez-moi auprès de vos auditeurs de ma voix enrouée, le froid parisien est venu à bout de ma voix. C'est intérieur.